Attention, ce balado traite de suicide et d'éléments pouvant choquer certains auditeurs. Nous préférons vous en avertir. Un balado Radio-Canada audio. Qu'est-ce que ça donne juste l'ayahuasca? C'est de l'amour. C'est juste de l'amour. Quand tu prends l'ayahuasca, tu fais que ressentir de l'amour inconditionnel. Genre, l'ayahuasca, la plante, te permet de rentrer en connexion avec la nature, la divinité, la lumière. Puis l'ayahuasca, si la vie te met ça dans ton chemin, c'est parce que c'est ton chemin. C'est pas... Michael, c'est une des nombreuses personnes avec qui j'ai jasé d'ayahuasca au cours de mes recherches. Je l'ai trouvé sur Facebook par hasard. Il parlait de ses expériences, donc je lui ai écrit. Parce que quand tu prends l'ayahuasca, tu vomis. Et qu'est-ce que tu vomis? C'est toutes les choses émotionnelles que tu as absorbées, toutes les mauvaises vibrations que tu as absorbées. Nous utilisons aujourd'hui des trucs de pharmaceutiques, des pilules, des choses comme ça. Non, de prendre l'ayahuasca, ça te guérit de tout. Je dois avouer que plusieurs de mes conversations avec des adeptes d'ayahuasca et d'autres substances hallucinogènes ont été un peu inconfortables ou confrontantes par moments, comme celle avec Nicolas. Pour moi, la science prend beaucoup trop de place. Moi, je vois bien que les scientifiques sont des dangereux clowns qui mettent en danger la race humaine avec leurs hypothèses farfelues. Bon, ça a l'air intense juste comme ça, là, puis oui, on démarrait avec nos divergences de point de vue, disons, mais au final, j'ai eu des super bonnes discussions avec eux et avec beaucoup d'autres personnes. Plusieurs ne voulaient pas être interviewés ou cités, mais c'est correct parce que mon but, c'était surtout de me familiariser avec le sujet et puis de mieux comprendre leur intérêt pour les expériences hallucinogènes. Nicolas n'a jamais fait d'ayahuasca, mais c'est probablement une des seules plantes hallucinogènes qu'il n'a pas essayé. C'est de loin la personne avec le plus d'expérience à ce niveau-là à qui j'ai parlé. Ça m'a changé tellement profondément. Je suis comme presque une autre personne. Ça nous projette dans des réalités non ordinaires, des états de conscience altérés. J'ai cherché et j'ai trouvé. Des états de conscience modifiés ou non ordinaires, c'est des états qui peuvent être atteints par la méditation, les transes, l'hypnose, les expériences de mort imminente et aussi par l'utilisation de certaines drogues. La personne va avoir une altération temporaire de son contact avec la réalité qui amène une perception différente de son corps ou même de son identité. Les personnes qui partagent cette passion-là vont souvent se donner un nom, psychonaute. Psycho pour esprit et naute pour voyageur. Donc, les voyageurs de l'esprit. Fait que tu vas deep dans le multidimensionnel de la vie, de ta conscience. Puis là, c'est là que tu prends deep conscience de la réalité. Moi, quand je suis allé faire ça, l'ayahuasca, c'est comme une fessée que j'ai eue, genre, qui j'étais vraiment à l'intérieur de moi. Ce que j'ai réalisé en discutant un peu plus avec les amis de Nelson, c'est que lui aussi partageait cette passion-là. Nelson, c'était un psychonaute, un explorateur de l'esprit et de la conscience, en quête d'une vérité enfouie profondément à l'intérieur de lui. Et l'ayahuasca, c'était sa porte d'entrée. Je m'appelle Olivier Bernard et vous écoutez Dérive Ayahuasca. Épisode 3, Psychonaute. Un élément qui demeure vraiment mystérieux pour moi jusqu'à maintenant, c'est l'ayahuasca en tant que tel. On en a parlé un peu dans le premier épisode. Hein? Je sais que c'est une sorte de bouillon de plante qui pousse dans l'Amazone, qui fait vomir et qui provoque des hallucinations super intenses. Je sais aussi maintenant que c'est une expérience qui peut être très difficile. Mais ce côté pénible-là peut être recherché par les participants, en fait. C'est une sorte d'épreuve où ils veulent se dépasser, vaincre leur démon intérieur, souvent à l'intérieur d'une certaine quête de sens, de découverte de soi, de purification ou de guérison. J'aimerais ça en savoir plus là-dessus aussi, ce qui motive les gens à faire ces expériences-là. Donc, à ce stade-ci, je vous propose qu'on prenne une mini-pause de l'histoire de Nelson pour se mettre à jour, vous et moi, sur les plantes et les drogues hallucinogènes.
qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait sur notre cerveau, etc. Parce que je sais pas pour vous, là, mais moi, je pars de presque zéro. Donc, c'est quoi l'ayahuasca? On prend 2 plantes, une c'est une vigne, puis l'autre c'est des feuilles ou d'un arbuste. Il y a une des plantes qui produit le DMT, puis l'autre va produire de l'armaline. J'ai contacté Claude Rouillard, chercheur en neuropsychopharmacologie. En d'autres mots, sa spécialité, c'est comment les médicaments et les drogues agissent sur le cerveau. Par contre, il ne faut pas oublier que l'armaline, c'est un inhibiteur de la monoamine oxydase. Comme tu es pharmacien, tu sais que... Wow, OK. Je pense qu'on est entré un peu trop vite dans le sujet, là. Il va falloir couvrir certaines bases en premier, donc revenons un peu en arrière. L'ayahuasca, c'est une préparation à base de plantes dans lesquelles on retrouve des molécules dites psychédéliques. Quand on parle des psychédéliques, là, est-ce que c'est un mot qui est utilisé, premièrement, dans votre domaine? C'est un mot que vous utilisez ou pour vous, c'est des substances psychoactives comme d'autres? Non, c'est une catégorie de substances psychoactives qui a un effet assez bien précis. En fait, un psychédélique, c'est des drogues, c'est des substances qui sont capables d'induire des hallucinations. Le mot psychédélique vient du grec et veut dire « l'esprit qui se manifeste ». Et puis d'ailleurs, ce qui caractérise ces substances-là, c'est qu'elles vont produire des états de conscience modifiés, incluant des hallucinations. Mais il faut faire attention dans la définition d'hallucination. Ça peut être des choses qui font apparaître des réalités qui n'existent pas. Donc, l'individu va voir, par exemple, des monstres ou ces choses-là. Ça peut être aussi des modifications des perceptions sensorielles. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas personnellement. Quand on parle d'hallucinations causées par les drogues, c'est rarement une expérience qui prend tout le contrôle sur notre réalité et où on voit des monstres, justement. Ça peut être ça, mais la plupart du temps, les utilisateurs vont rester tout à fait alertes. C'est seulement leurs sens qui vont être modifiés, comme voir des formes géométriques ou des trucs plus bizarres. Par exemple, je regarde ma main, puis j'ai l'impression que ma main, elle a 2 pieds de large, ou les doigts ont 3 pieds de long. Ça peut être aussi des hallucinations auditives ou somatiques. Somatique au niveau du toucher, autrement dit. Au niveau du toucher, où je vais devenir hypersensible à quelque chose ou je vais devenir hyposensible à quelque chose. Une autre chose qui n'était pas claire pour moi, c'est quelles drogues sont des psychédéliques. Par exemple, vous avez sûrement déjà entendu l'expression « faire de l'acide » ou « faire de la messe ». Moi, ça m'a toujours fait peur. Tu sais, de l'acide, ça brûle, là. Mais en fait, je savais même pas que de l'acide, c'est du LSD ou acide lysergique, qui est probablement le psychédélique le plus connu. La messe, c'est de la mescaline qui vient de certains cactus, comme le peyote. Ensuite, il y a la psilocybine qui est présente dans certains champignons, d'où l'expression « champignon magique ». Et finalement, il y a le DMT, ou diméthyltryptamine, qui est l'ingrédient hallucinogène de l'ayahuasca. Il y en a quelques autres, mais c'est vraiment ces 4-là les principaux. Donc, déjà, quand on parle de psychédélique, c'est en fait un tout petit nombre de substances. Comme par exemple, les gens vont dire « Ah, un trip de LSD, c'est pas comme un trip de champignon magique ou un trip de DMT ou autre. » Qu'est-ce qui explique ces différences-là? Ces différences-là, habituellement, vont être dues à la pharmacologie de la molécule. Chacune de ces molécules-là se ressemblent, mais sont également un peu différentes. Par exemple, si tu parles de LSD, psilocybine ou DMT, ils vont tous agir sur le même système, le système sérotoninergique. Sérotonine, c'est un neurotransmetteur très important au niveau du cerveau, qui est impliqué dans toutes sortes de fonctions, mais il y a toutes sortes de récepteurs pour la sérotonine. Il y en a en fait 14 sous-types de récepteurs pour la sérotonine. C'est extrêmement complexe. Il y a aussi dans quelle région ces récepteurs se retrouvent là. Les hallucinations, c'est probablement que la drogue va avoir des effets dans une région donnée du cerveau. Par exemple, le LSD, s'il cause des hallucinations visuelles, c'est parce qu'on a des récepteurs au niveau de l'arrière du cerveau où on retrouve le cortex visuel. Ça me fait bizarre de parler de LSD, de mescaline et puis tout ça parce que pour moi, les psychédéliques, ça a toujours été une affaire de... j'hésite à le dire, mais bon, une affaire de hippie. C'est un préjugé, là, j'avoue. Puis d'ailleurs, après vérification, j'étais dans le champ d'environ 70 ans. Le premier alcaloïde hallucinogène qui a été isolé, c'est la mescaline, et ça, on est en 1897. Catherine Ferland est historienne et elle s'intéresse particulièrement à l'histoire des substances impliquées dans la sociabilité, donc l'alcool, le tabac et les drogues.
Ce que j'ai rapidement réalisé en discutant avec elle, c'est que l'intérêt pour les substances psychédéliques durant les années hippies, donc 1960-70, c'était en fait la conséquence de quelque chose qui avait commencé longtemps avant. Et donc, à la fin du 19e siècle, certains chercheurs vont commencer à travailler sur des substances comme ça, vont faire des expéditions dans des lieux où il y a des lianes comme l'ayahuasca. On va redécouvrir les champignons, on va redécouvrir toutes sortes de substances comme ça, le peyote, et ça va susciter énormément d'intérêt côté scientifique, côté médical également. Tu sais, le mouvement psychédélique ou tout ce qu'on qualifie des fois de la contre-culture là, des années 60, par exemple, on associe beaucoup les psychédéliques à cette période-là. Oui. C'est drôle parce que ça a commencé assez longtemps avant, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce qui s'est passé entre les deux, c'est qu'on a été dans une longue période de tests au point de vue médicinal, au point de vue aussi de la recherche sur la psyché humaine. Il y a tout un programme de recherche qui va se mettre en place et qui va, je dirais, paver la voie à tout ce qui va suivre après au plan culturel. C'est drôle parce que, tu sais, même moi, spontanément, j'avais l'impression que c'était le contraire. Tu sais, je me disais, premièrement, il y a eu un mouvement populaire, puis ensuite est venue la recherche ou l'intérêt médical. Ce que tu me dis, c'est que c'est l'inverse. Oui, effectivement, ça peut sembler étonnant, mais à la base, c'est parce que certains artistes, certains écrivains notamment, ont lu des rapports dans des revues scientifiques à propos des effets hallucinogènes. On pense à l'écrivain Aldous Huxley, par exemple, dans les années 50. Il lit un article comme ça dans une revue scientifique et ça lui donne envie d'essayer la mescaline. Il en parle à ses amis, lui-même écrit le livre « Les portes de la perception ». Et c'est ça qui va un peu déclencher l'intérêt populaire. Wow! Ça mérite qu'on le souligne. C'est la science qui a stimulé dès le départ l'intérêt pour les substances psychédéliques. Malheureusement, les premières décennies de recherche n'ont pas été les plus glorieuses, disons. À l'origine, c'était l'armée qui s'intéressait surtout à ces substances-là. Des programmes militaires avaient pour but d'apprendre à les utiliser comme des armes. Puis on se disait, est-ce qu'on est capable justement de prendre le contrôle de certaines grandes villes? Il y a un major qui va même proposer au Congrès américain, de façon très sérieuse, de tester des gaz hallucinogènes dans certains métros de grandes villes pour voir qu'est-ce que ça pourrait faire. Quand on sait qu'un litre de LSD à peu près, ça pourrait suffire à faire halluciner toute la population, mettons, d'une ville comme de la taille de Paris. Vous avez peut-être aussi déjà entendu parler d'expériences clandestines. Par exemple, le programme MKUltra, organisé par la CIA, qui avait pour but de développer des techniques de lavage de cerveau avec le LSD. Certaines de ces recherches-là ont été menées au Québec, à l'Institut Allen Memorial de Montréal. Allez lire là-dessus, là, c'est fascinant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Comment les psychédéliques sont passés de la science vers la culture mainstream? Puis pour ça, il faut commencer par le LSD. Ça reste que c'est quand même le LSD qu'on pourrait dire considéré comme le roi des drogues hallucinogènes. Tout d'abord, il faut savoir que ses propriétés ont été découvertes semi par hasard là, dans les années 40, 1943 en fait, pour être exact, par un médecin suisse qui s'appelle Albert Hofmann. Quand elle dit semi par hasard, c'est parce que Hofmann travaillait pour une compagnie pharmaceutique et son but c'était d'inventer des nouveaux médicaments, donc il synthétisait plein de molécules pour les étudier. Mais un jour, une de ces molécules-là s'est retrouvée sur le bout de son doigt par accident et il l'a absorbée sans le savoir. C'était le tout premier trip de LSD de l'histoire. Mais c'était loin d'être le dernier. Timothy Leary, dans les années 60, il travaille au département de psychologie de l'université Harvard. Et avec un de ses collègues, il a monté carrément un centre de recherche sur le travail avec des hallucinogènes. Les recherches de Leary visaient à traiter des troubles de santé mentale, des dépendances et des problèmes liés à la criminalité avec les psychédéliques. Leary va mener des recherches simultanées à la fois sur la psilocybine, la mescaline et surtout le LSD. Il a popularisé un concept qui s'appelle « Drug Set and Setting ». C'est l'idée selon laquelle le contexte va être fondamental dans l'expérience psychédélique. Drug Set and Setting. Ça, on l'entend constamment dans le monde des psychédéliques. Si je traduis, ça donne quelque chose comme la substance, l'état mental et l'environnement. Ce que ça veut dire, c'est que oui, la drogue joue un rôle important, mais l'expérience finale va dépendre de comment je me sens à la base. Donc,
est-ce que je suis heureux, anxieux, déprimé, etc. Et aussi de l'environnement physique et social dans lequel je me trouve au moment de la consommation. Tu te retrouves un samedi soir, seul chez vous, tu descends dans le sous-sol, il n'y a rien dans le sous-sol. Tu n'auras probablement pas le même effet que si tu es dans un party avec des amis, que de la musique, etc. Donc, le contexte est également extrêmement important pour savoir quel effet on va avoir de cette drogue. En fait, le contexte, il prépare ton cerveau, l'anticipation, à avoir un effet attendu ou non. Grâce à ce concept-là et à ses recherches, Timothy Leary est devenu une légende dans le domaine. Mais il faut savoir qu'il était lui-même un grand utilisateur de drogues psychédéliques. Et son enthousiasme a fini par affecter ses travaux. Ses recherches, qui étaient d'abord super innovatrices pour l'époque, ont commencé à prendre une tournure mystique. La méthodologie de certaines de ses études cliniques a été jugée non scientifique. Il y avait des enjeux éthiques aussi. Par exemple, Leary enseignait un cours à l'université où ses étudiants étaient encouragés à consommer des hallucinogènes avec lui. Ça va mener à l'exclusion de Leary et de ses collègues de Harvard. Et il va devenir un peu, on va le qualifier parfois de pape du psychédélique. Un évangéliste. Oui, oui vraiment, parce qu'il va militer, on va dire, il devient même un propagandiste là, de l'usage du LSD de manière un peu dérangeante là, pour l'establishment américain. Et ça, c'est sûr que ça va en faire une personne hautement suspecte. Leary, lui, ce qui l'intéresse, c'est que il se dit, le LSD permet de libérer l'esprit et même de révolutionner la société. Fait que là, on s'entend, on est dans les années 60, on n'est pas très chaud à l'idée de laisser un énergumène comme Leary continuer ses expériences. Alors, il va passer plusieurs années, soit en prison, soit en exil. Oui, il est devenu une sorte de figure légendaire là, oui. Dans le milieu. Oh oui, clairement. Il va faire connaître cette substance-là à la grande population. Donc, ça devient une figure emblématique du mouvement et les gens vont beaucoup embarquer là-dedans, là. Éventuellement, dans les années 60-70, des auteurs, des artistes et des musiciens vont aider à propager l'intérêt pour ces substances-là dans la culture populaire. Il y a une suite à l'histoire des psychédéliques qui nous amène à de nos jours, mais je nous la garde pour plus tard. Parce que, bon, moi j'aime bien ça entendre parler des drogues classiques, disons, mais là où je veux en venir, c'est à l'ayahuasca et à son principe actif, le DMT. Et là, on entre dans un monde pas mal moins connu. Le DMT, effectivement, c'est une de ces substances hallucinogènes-là qui était un peu dans l'ombre du LSD. Ah ouais? Pourquoi, à ton avis? On a de la difficulté à synthétiser ça parce que ça vient d'une plante fraîche. Ça peut pas vraiment être séché. Donc, c'était quelque chose qui voyageait pas bien, finalement. Donc, le DMT, c'est moins connu, ça a été moins étudié scientifiquement, mais on connaît quand même des choses assez intéressantes. C'est une drogue un peu particulière. Pourquoi? Pourquoi? Parce que notre cerveau en fabrique du DMT. Ça, vous allez l'entendre très souvent si vous vous intéressez à l'ayahuasca. On retrouve du DMT naturellement dans certaines plantes, mais le cerveau des animaux peut en synthétiser lui-même à partir du tryptophane, un acide aminé présent dans les aliments. Donc, on est capable d'en mesurer du DMT dans certaines plantes. C'est pour ça qu'on peut prendre, par exemple, des plantes puis avoir des hallucinations. On est capable d'en mesurer dans les cerveaux des animaux et il y a certaines évidences qui pourraient en avoir dans le cerveau de l'humain. Mais dans le cerveau, les quantités de DMT qu'on mesure sont très, très faibles et il serait difficile de dire qu'elles sont suffisantes pour avoir une action physiologique. Ça peut sembler quelque chose d'intriguant sans plus, mais en fait, ce détail-là est au cœur de l'intérêt actuel pour l'ayahuasca. Une des raisons pour ça, c'est un documentaire extrêmement populaire intitulé DMT, The Spirit Molecule, qui présente cette information-là sous un angle ésotérique ou mystique. Selon le film, le fait que le DMT soit produit par plusieurs espèces végétales et animales signifierait que cette substance-là est une sorte de pont qui unit l'ensemble des êtres vivants et que les hallucinations sont en fait une façon de se connecter
avec des univers parallèles. C'est une façon de voir les choses, mais il y a aussi une explication plus pragmatique. C'est spécial dans le cas du DMT. Autrement dit, on n'a pas de psilocybine dans notre cerveau, on n'a pas de LSD naturellement dans notre cerveau, mais du DMT, oui. Oui, c'est ça. Et c'est probablement pourquoi ces drogues-là ont un effet sur le cerveau. C'est que le cerveau, comme il y avait du DMT, il y a des récepteurs qui étaient associés à ce DMT-là. Puis si on fait des molécules qui ressemblent à ce DMT-là, bien, ils vont aller agir sur ou ils vont aller agir sur les récepteurs pour lesquels le DMT était utile. Parce que les molécules du LSD et de la psilocybine, par exemple, se ressemblent avec le DMT. Oui, c'est ça. Ils ont tout un noyau là, qui se ressemble. Autrement dit, si notre cerveau ne fabriquait pas de DMT, il serait peut-être pas capable de reconnaître ce genre de molécules-là. LSD, psilocybine, etc. Bref, si ces drogues-là nous font halluciner, c'est parce qu'elles se font un peu passer pour du DMT en utilisant les mécanismes qui sont déjà présents naturellement dans notre cerveau. Donc, ça se pourrait que le cerveau humain connaisse bien le DMT, mais là, quand on lui en apporte une grande quantité ou encore d'autres substances qui se ressemblent, lui, il est comme « Ah, je connais ça, cette affaire-là. » Exactement. C'est quand même fascinant. C'est pour ça que je te dis, c'est fascinant. Donc, je pense qu'on en a assez vu pour revenir à notre point de départ et à l'ayahuasca. Comme je l'ai déjà mentionné, cette boisson-là est préparée dans un gros chaudron où le chaman fait bouillir certaines plantes. Il y en a deux principales. La première, c'est celle qui contient la substance psychédélique, le DMT. Les chamans ont quelques options, mais typiquement, c'est les feuilles d'un arbuste appelé Psychotria viridis. La deuxième plante, c'est une grosse liane qui pousse dans la forêt amazonienne, appelée Banisteriopsis. Oui, une liane comme dans Tarzan, là. Mais en fait, ça pousse à partir du sol. C'est une plante grimpante. Il y a une des plantes qui produit le DMT, puis l'autre va produire de l'armaline. Si tu prenais de façon orale du DMT, bien, ça va être des trous au niveau de ton estomac ou de ton intestin. Autrement dit, si on avale seulement la plante qui contient du DMT, ça va avoir peu ou pas d'effet parce qu'on a des enzymes dans notre tube digestif qui détruisent rapidement la molécule hallucinogène. C'est seulement en ajoutant la deuxième plante que l'expérience va pouvoir être complète et que la pleine puissance de l'ayahuasca va se manifester. L'armaline, elle va empêcher le DMT d'être détruit au niveau de l'estomac ou de l'intestin. Donc, le DMT va passer dans la circulation, puis il va aller au cerveau. 1 à 2 heures après avoir consommé l'ayahuasca, l'effet maximal est atteint. C'est caractérisé par des perturbations sensorielles et émotionnelles intenses et par des hallucinations qui apparaissent soudainement et qui viennent par vagues. Des motifs apparaissent dans la vision, les sons deviennent plus clairs. La personne passe par toute une gamme d'émotions, là. Bonheur, euphorie, tristesse, de la crainte, parfois tout ça en même temps. À des doses plus élevées, les participants peuvent ressentir des changements dans la perception du temps et la perception de soi, incluant l'impression de se détacher de leur corps. L'expérience dure environ 4 heures, mais les participants vont souvent en consommer 2 à 3 doses au cours d'une même cérémonie, ce qui prolonge la durée. Il y a plein de choses qui vont faire varier l'expérience hallucinogène avec l'ayahuasca. On a parlé du contexte plutôt, donc la cérémonie chamanique, comment ça se passe, l'ambiance, à quel point c'est intense ou non, et aussi l'état d'esprit des participants au départ. Ensuite, évidemment, il y a la dose de DMT qui est consommée, et puis juste ça, c'est plus compliqué que ça peut paraître. Dépendant de la dose, on peut aller chercher une fonction. Puis si on augmente la dose, on va aller chercher une autre fonction. Je vais te donner un exemple très précis, le DMT. Si on l'utilise à faible dose chez l'animal, ça a un effet anxiolytique. Ça diminue l'anxiété et ça a un effet calmant. Si on l'utilise chez l'animal à plus forte dose, là, on a l'effet inverse. On induit de l'anxiété et on induit des réactions motrices anormales. D'ailleurs, la quantité de DMT dans l'ayahuasca est difficile à évaluer. Ça va varier selon le chaman qui l'a préparé. Certains ajoutent
plusieurs autres plantes dans le mélange qui contiennent elles aussi du DMT ou d'autres hallucinogènes. Et à l'intérieur d'un même centre, qui offre en théorie toujours la même recette, ça reste quand même assez approximatif. Dépendant de la concentration que tu as dans cette concoction-là, tu pourrais avoir des effets tout à fait différents. Puis on pourrait dire, ah oui, mais si on consomme toute la même affaire, on a un individu à côté. Ces substances-là, et en tant que pharmacien, tu connais bien ça, quand c'est préparé de façon un peu artisanale, même dans la même préparation, tu as des concentrations qui varient beaucoup. Donc, tu pourrais avoir un individu qui n'a pas ou peu d'ingrédients actifs dans ce qu'il a consommé, puis l'autre qui en a consommé une concentration importante. Toi, tu consommes une substance, puis tu as peu ou pas d'effets. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir les effets, tu vas en prendre 2 fois, puis 3 fois plus. Puis là, tu tombes sur une concentration qui est plus élevée. Là, tu tombes dans une surdose, etc. Dr Rouillard venait de toucher à un des éléments qui me rend le plus inconfortable par rapport à l'ayahuasca. En tant que pharmacien, tout mon travail est basé sur l'idée de connaître et puis de contrôler très précisément les molécules qu'on administre. Il faut connaître aussi le processus de fabrication, les contrôles de qualité. Bref, la pharmacie, c'est un univers où tout est hyper analysé et puis on voudrait pas ça autrement parce qu'après tout, c'est la santé et même parfois la vie des gens qui est en jeu. Donc, c'est sûr que c'est toujours surprenant pour moi de voir que certaines personnes n'ont aucune hésitation à consommer des mélanges de plantes dont on ignore le contenu, la provenance, la qualité, les conditions de fabrication et puis les risques. Parce qu'il y en a des risques, hein? Il y a les vomissements provoqués par l'ayahuasca, premièrement. C'est très variable d'une personne à l'autre. Certains vomissent peu ou pas, mais d'autres vont être vraiment très malades. Aussi, c'est pas pour rien que les centres chamaniques mettent les gens sur une diète spéciale et qui leur demandent d'arrêter leurs médicaments. En fait, il y a beaucoup d'aliments et aussi certains médicaments, les antidépresseurs en particulier, qui peuvent entrer en interaction avec l'armaline présente dans l'ayahuasca et causer des réactions très graves. Et puis finalement, Dr Rouillard parlait de surdose il y a un moment. Ça, c'est quelque chose que je veux investiguer davantage plus tard parce que il y a quand même des gens qui sont morts après avoir pris de l'ayahuasca. Bon, attention, mon but, c'est pas de vous dire l'ayahuasca, c'est tellement dangereux que personne ne devrait faire ça. Non, la vérité, c'est que je connais pas encore assez le sujet pour juger si c'est vraiment aussi risqué que ce qu'on entend parfois. Non, si je vous raconte ça, c'est juste pour vous dire d'où moi je viens, d'où je pars. Mais par contre, je veux examiner ces appréhensions-là que j'ai et aussi mes préjugés. Donc, je me suis dit qu'en discutant avec des adeptes de psychédéliques, ça m'aiderait peut-être à réconcilier ces visions divergentes-là. Il existe au Québec un regroupement de psychonautes, la Société psychédélique de Montréal. Donc, dans ma quête de mieux comprendre l'engouement pour ces substances-là, je les ai contactés et j'ai fait la connaissance de Jessica, qui est membre de leur comité conseil. Selon elle, on est présentement dans une renaissance des substances psychédéliques, comme dans les années 60-70, mais 50 ans plus tard. La première question qu'elle m'a posée, c'est combien de temps j'avais pour faire mon projet. The first question I have for you is how much time do you have? How many episodes do you have in the podcast? Elle m'a informé que j'avais énormément de travail devant moi, que je devrais lire beaucoup. Bon, je vais être honnête avec vous, mais ça m'a un peu insulté, comme si je venais de tomber sur le sujet qui allait tout dépasser. Comme dans Le Seigneur des Anneaux. Au lieu d'un anneau pour les dominer tous, c'est un sujet pour les dominer tous, les psychédéliques. Puis ensuite, elle m'a posé la question classique. Have you ever done psychedelics yourself? Elle n'est pas la seule à m'avoir demandé ça, si j'ai moi-même fait des psychédéliques. Puis encore là, ça m'irrite un peu, on dirait. Comme si je pouvais pas parler d'une substance pharmacologique sans l'avoir essayé. Bon, je m'excuse, j'avoue que je suis un peu bébé dans ma réaction. C'était clairement pas son intention de m'insulter. Puis probablement aussi que ça vient jouer dans
mes insécurités avec les drogues et puis dans le fait que je me sens pas assez cool pour avoir essayé quelque chose comme ça. Bref, je le prends sur moi. Mais ensuite, Jessica m'a mis en contact avec Roxane, la directrice exécutive de la société, et puis on s'est tout de suite bien entendu. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'on est dans une sorte de renaissance des psychédéliques. Est-ce que c'est ton impression? Oui, je baigne dedans en ce moment, fait que c'est sûr que c'est difficile pour moi d'être totalement neutre par rapport à ça. Je pense que je suis vraiment dans une chambre d'écho là, par rapport à ça aussi. Là. C'est comme ça fait partie de mon quotidien là, de parler de psychédéliques. Mais tout compte fait, je pense que oui, en tout cas au niveau politique, on voit que les choses bougent. Pour moi, c'est un signe que justement, cette renaissance-là, elle n'est pas juste comme dans ma communauté. Là. L'objectif de la Société psychédélique de Montréal, c'est de rassembler la communauté des psychonautes dont les membres ont des motivations assez variées. La communauté psychédélique est souvent vue comme un bloc un peu homogène de personnes, mais en fait, ça regroupe tellement de personnes de tellement de contextes puis de backgrounds différents. Je pense que c'est important de souligner ici que les psychédéliques sont pas seulement utilisés pour des trips. Plusieurs psychonautes m'avaient déjà parlé de spiritualité, de quête intérieure de sens ou de connaissance de soi. Et en effet, c'est quelque chose de presque omniprésent dans le domaine. Mais ça va plus loin que ça. Il y a une grande partie des gens pour qui c'est santé mentale. Ça, c'est de plus en plus populaire. Prendre des psychédéliques à petite ou haute dose dans le but de soulager la dépression, l'anxiété, les problèmes de dépendance même. C'est une des prétentions de l'ayahuasca d'ailleurs, de remplacer des années de psychothérapie en une seule cérémonie. On va revenir sur ce sujet-là dans le prochain épisode parce que c'est un domaine où il se passe beaucoup de choses en ce moment. Ensuite, il y a effectivement les trips. Il y en a qui vont avoir utilisé les drogues de façon récréative dans des festivals, dans des parties, qui vont avoir aimé ça, voir des formes géométriques sur leur mur pendant 4 heures de temps. Puis oui, effectivement, il y en a beaucoup pour qui c'est très spirituel. Je pense que ce n'est pas tout ça, n'est pas mutuellement exclusif. Et il y a aussi des gens dans cette communauté-là qui vont rechercher des états de conscience altérés par d'autres moyens. C'est sûr qu'on parle beaucoup de psychédéliques, mais état de conscience altéré, ça peut vouloir dire aussi, par exemple, des états de conscience induits par la méditation, par la respiration holotropique, des fois par des expériences de mort imminente. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de prendre des drogues pour halluciner. La respiration holotropique, par exemple, c'est une forme d'hyperventilation pratiquée dans le but d'induire des changements de l'état mental et émotionnel. Mais il y a encore mieux que ça. Dans une étude publiée en 2020 qui a fait énormément jaser, des chercheurs de l'Université McGill à Montréal ont tenté de faire halluciner des participants en prétendant leur donner une substance psychédélique qui était en fait un placebo, une pilule de sucre. Et puis, croyez-le ou non, mais 61% des participants ont rapporté des effets, comme de se sentir lourd, désinhibé, mais aussi des choses plus intenses, comme voir les murs et les peintures bouger, ou de vivre une expérience spirituelle profonde. Tout ça révèle à quel point notre cerveau est sensible aux suggestions et au contexte. Parce que, comme on l'a mentionné plus tôt, l'effet de la drogue en tant que tel, c'est juste une partie de l'expérience. Je pensais à ça, puis peut-être que j'ai un mini côté psychonaute. Pendant que je faisais de la méditation ou en écoutant de la musique, ça m'est déjà arrivé d'entrer dans un état bizarre, une sorte de transe où la perception du temps et du corps est modifiée. C'est agréable. En fait, je serais partant pour en avoir plus souvent des expériences du genre. Mais par contre, si je veux être honnête, je dois avouer que je me reconnais pas tellement dans les témoignages d'adeptes de psychédéliques que j'ai recueillis jusqu'à maintenant. La spiritualité, ça me rejoint pas du tout. Quand j'ai besoin d'aide au niveau santé mentale, je consulte des psychologues. Et puis, au risque de me répéter, j'ai peur des drogues. Donc, prendre une substance hallucinogène, ça me passerait jamais par la tête. Au début, je me disais que c'était peut-être une déformation professionnelle en tant que scientifique. Mais ensuite, j'ai fait la connaissance de Gabrielle et ça a beaucoup nuancé ma position. Moi, là, j'ai une vie, un cerveau, puis c'est pas vrai que je vais pas le tester.
mais je veux en prendre soin. T'sais. Je veux pas le scraper, mon cerveau. Je l'aime. Il est important. Gabrielle a les cheveux multicolores, elle a plein de tatous, même un sur son visage. C'est une artiste qui fait des performances dans les raves et dans les festivals psychédéliques, mais elle a aussi étudié en biologie et elle fait présentement une maîtrise en sciences de l'environnement. J'aime comprendre la mécanique des choses qui m'entourent. Ça me fascine aussi. Puis ça m'a, dans mon parcours, puisque j'étais quelqu'un qui avait déjà peur, le fait de savoir comment ça fonctionne dans ma tête, quelle région ça va toucher, ça m'a extrêmement sécurisée. Je dois dire que de tous les psychonautes à qui j'ai parlé, c'est avec elle que j'ai pu m'identifier le plus. À cause de sa peur des drogues, de son côté hyper rationnel, puis aussi du fait que sa démarche n'a rien de spirituel. En fait, son but, c'est d'explorer ce que son cerveau peut lui faire vivre comme expérience. Par exemple, quand on est sur les champignons magiques, on hallucine. En fait, c'est plus de la distorsion. C'est que dans le fond, la molécule va jouer dans la partie du cerveau qui est responsable de la vision, qui font en sorte que tu vois les lignes droites, par exemple. Donc moi, par exemple, je trouve qu'il y a quelque chose qui déforme. Mais je peux dire, c'est dans mon cerveau. Ça m'empêche de faire beaucoup d'anxiété. Je suis quelqu'un de naturellement anxieuse aussi. Tu me fais vraiment penser à moi, mais dans une version qui a passé le cap de la drogue, c'est pas si pire. Gabrielle n'a jamais fait d'ayahuasca parce qu'elle se sentait pas assez en confiance pour se retrouver dans un état de perte de contrôle pendant des heures. Mais par contre, elle a vécu quelques expériences de DMT assez spéciales. Parce que mon dernier trip qui était techniquement du 5e EO DMT cristallisé qui venait d'une espèce de crapaud, parce que c'est d'autres variantes de DMT que plusieurs espèces de crapauds grenouilles ont. Oui, vous avez bien entendu. Il y a certains types de grenouilles et de crapauds qui sécrètent, grâce à une glande à la surface de leur peau, un venin qui contient des molécules apparentées au DMT. Donc, oui, il y a des gens qui font des trips de crapauds hallucinogènes. La première fois que j'ai essayé ça, c'était au Mexique. J'avais lu un peu sur ça, donc j'étais curieuse. J'étais terrorisée. J'étais complètement terrorisée. C'est que moi, ça m'a tellement apporté une façon de voir la vie qui est incroyable. Puis les hallucinations sur la DMT sont vraiment vivides, vraiment puissantes. Tu sens plus ton corps. Donc, il y a vraiment... T'es comme dans ta tête avec toutes ces images-là. Mais c'est beau. C'est vraiment... Je dois avouer qu'à ce stade-ci de ma démarche, je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui est en train de passer à côté de quelque chose? Au début, les psychonautes me parlaient de spiritualité puis de concepts mystiques. Bon, ça me rejoignait pas du tout. Mais pour Gabrielle et Roxane et plusieurs autres figures dans le domaine, prendre des psychédéliques, c'est une démarche de curiosité intellectuelle et scientifique. Pour eux, c'est une exploration de la complexité de notre cerveau. Donc, je dois admettre que pendant un moment dans ma démarche, je me suis vraiment remis en doute là-dessus. Et puis, pensez-y, là, si moi, avec ma peur des drogues, j'ai ce genre de questionnement-là, imaginez quelqu'un qui n'a pas peur. Ou encore quelqu'un qui n'a pas mon côté un peu trop cartésien. Ajoutez à ça les difficultés de trouver des informations scientifiquement crédibles parmi tous les témoignages hyper positifs, c'est clair que ça peut être tentant. Ce que j'essaie de dire en fait, là, c'est que je comprends pourquoi il y a un engouement ou même une renaissance pour les psychédéliques en ce moment. C'est vrai que c'est intriguant. Personnellement, je suis vraiment pas à un stade où je serais prêt à essayer ça, mais c'est quand même bizarre puis confrontant pour moi d'avoir cette réflexion-là. J'ai accroché sur un autre passage des Paradis artificiels de Baudelaire. Qu'éprouve-t-on? Que voit-on? Des choses merveilleuses, n'est-ce pas? Des spectacles extraordinaires? Est-ce bien beau et bien terrible et bien dangereux? Telles sont les questions ordinaires qu'adressent avec une curiosité mêlée de crainte les ignorants aux adeptes. Dans ce cas-ci, les adeptes, c'est les psychonautes. Et l'ignorant, curieux et craintif qui leur pose trop de questions, c'est moi. D'ailleurs, j'ai l'intention de recueillir quelques autres témoignages dans les épisodes à venir, mais
ce que je retiens pour le moment, c'est qu'il y a pas mal plus de raisons pour utiliser les psychédéliques que ce à quoi je m'attendais. Et puis, c'est pas tout le monde dans cette communauté-là qui s'entend sur ce qui est une utilisation valable ou non. En tout cas, je pense que même dans une communauté où il faut beaucoup d'ouverture d'esprit pour rejoindre cette communauté-là, il peut y avoir des gens qui sont très fermés d'esprit aussi. Puis je pense pas qu'il faut hiérarchiser les consommations non plus, tu sais. Mais quand j'ai parlé à Roxane de l'engouement pour l'ayahuasca, sa réponse m'a pas mal surpris. Oh my God, mais je suis vraiment contente de savoir que c'est quelque chose dont tu veux parler parce que je trouve ça extrêmement important. C'est un peu aussi un genre d'éléphant dans la pièce dans la communauté psychédélique. Honnêtement, là, je pense qu'il y a deux types de pensées par rapport à ça. Il y a des gens qui ont comme aucun problème, ne voient pas du tout où ce que ça pourrait accrocher d'être, tu sais, une personne qui vit au Canada, qui se pointe dans un village au Pérou, puis qui fait comme « voici plein de cash, puis fais-moi vivre quelque chose », moi, j'ai un gros malaise avec ça. Honnêtement, là, je dis pas qu'il faut jamais que ça se fasse, mais je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne se posent pas de questions avant de faire ça. C'est intéressant de constater que même au sein d'une communauté extrêmement enthousiaste envers les expériences hallucinogènes, les points de vue sur l'ayahuasca divergent de façon aussi marquée, comme s'il y avait deux clans presque. Ça m'a fait penser à quelque chose d'ailleurs. Saviez-vous que le mot ayahuasca a un double sens? En quechua, une langue péruvienne autochtone, ça se traduit à la fois par liane de l'esprit et liane des morts. C'est spécial ça quand on y pense. Certaines sources décrivent l'ayahuasca comme le voyage de toute une vie, la clé de la découverte de soi et de la guérison. Mais pour d'autres sources, c'est une potion diabolique et un portail vers le royaume des morts. Pour des milliers de psychonautes, l'ayahuasca, ça a été une expérience peut-être un peu effrayante, mais qui décrivent surtout comme transformatrice, excitante, captivante. Pour eux, ça a été la liane de l'esprit. Je ne sais pas si Nelson a pu avoir accès à ça dans ses premières expériences avec l'ayahuasca. Mais malheureusement pour lui, ça aura finalement été la liane des morts. Pascal, l'ami de Nelson à qui j'ai parlé dans l'épisode précédent, a été vraiment motivé par notre conversation, à sa propre surprise. Je vais peut-être essayer de remonter mes messages. Visiblement, je suis capable, parce que je pensais pas. Pour vrai, c'est con, mais ça me fait du bien, ça. Je pensais verser toutes les larmes de mon cœur, tout, puis au final, j'ai eu envie de sourire. Ça m'a fait du bien. Donc, elle est finalement remontée dans des conversations écrites qu'elle avait eues avec Nelson dans les 2-3 années avant son décès. J'ai vite fait essayer d'un peu relire nos messages sur Facebook. J'ai remonté comme quelques lignes, puis il me parlait de justement qu'on lui avait dit qu'il y avait comme une espèce de don. C'est pour ça qu'il était parti en Indonésie, notamment rencontrer un chaman, comme on voyait en lui un chaman, en fait. Déjà, il y avait ça, un don annoncé à Nelson par quelqu'un, je sais pas qui. Puis ensuite, il y a eu l'information qui suit, qui allait avoir un immense impact sur la direction de mes recherches. À ce moment-là, on avait parlé qu'il avait fait de l'ayahuasca, puis il sentait vraiment avoir senti une libération incroyable. Hein? Donc, peut-être que c'était le point de départ d'essayer plus ou de chercher, en fait. Puis il m'avait dit que quand il avait senti ce truc sortir de son ventre, il avait senti que c'était un peu tout le poids qu'il avait gardé, toutes ces années et tout, qu'il avait senti sortir de lui, en fait. Puis il avait senti une espèce de bête noire sortir de son ventre, comme un genre de serpent noir. C'est vrai, je pourrais fouiller dans mes messages, voir si j'ai... Considérant la façon dont Nelson est décédé, des coups de couteau au ventre, je pouvais pas ignorer ça. Dans le prochain épisode de Dérive Ayahuasca,
Je découvre ce qui a conduit Nelson vers l'ayahuasca et j'en apprends plus sur les troubles de santé mentale qui pourraient être soignés ou encore causés par les psychédéliques. Oui, les psychédéliques peuvent avoir un effet thérapeutique pour les gens, mais s'ils ne sont pas consommés de façon sécuritaire, les gens peuvent avoir des expériences très désagréables. He did have one very difficult ceremony that he went through, kind of a personal hell. Les gens qui sont en psychose toxique vont avoir une perte de contact avec la réalité, puis ils pourraient devenir à la limite agressifs. On a pu aussi avoir des gens qui étaient traumatisés par des traitements passés auprès de ces intervenants ou chamans, où ils se sont sentis sous l'emprise de quelqu'un d'autre, sous le pouvoir de quelqu'un d'autre. Si vous éprouvez des problèmes en lien avec la consommation de drogue ou avez des pensées suicidaires, sachez qu'il existe des ressources. Visitez la page de ce balado pour obtenir toutes les informations en lien avec les organismes pouvant vous venir en aide. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.